La Seleção, l'équipe nationale brésilienne, a longtemps incarné le summum du football mondial. De Pelé à Romario, de Zico à Ronaldo, cette équipe a dominé la scène internationale, remportant 5 Coupes du Monde et étant le pays le plus titré dans cette compétition, captivant les cœurs partout sur la planète. Pourtant, depuis le début des années 2000, un déclin s'est amorcé, laissant place à des performances en demi-teinte, des crises de confiance et un sentiment de décalage avec l'élite mondiale. Cette vidéo que je vous propose va décrypter les raisons de ce déclin, en analysant les transformations sociales, économiques et sportives qui ont impacté la Seleção au fil des décennies et qui ont fait qu'elle a perdu de sa superbe. Bienvenue à tous dans cette vidéo qui aura pour sujet qu'arrive-t-il au Brésil? La chute de la Seleção depuis les années 2000. Alors cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. On aura la première partie qui va évoquer les transformations socio-économiques du Brésil et leur impact sur le football. La deuxième partie qui va évoquer les mutations du football mondial et la perte de leadership de la Seleção. Et la troisième et dernière partie qui va évoquer les failles internes du football brésilien et l'instabilité sportive de la Seleção. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à tous ceux qui le feront, ça soutient énormément. Les transformations socio-économiques du Brésil et leur impact sur le football. Dans les années 1980, les gars, le Brésil, il entre dans une phase de transformation socio-économique profonde qui va redéfinir non seulement sa place dans le monde, mais aussi son identité interne. Alors longtemps, ce pays a été considéré comme un pays marqué par des inégalités extrêmes, où coexistait une élite urbaine moderne. Le Brésil connaît progressivement une urbanisation massive et rapide, et les grandes métropoles comme Sao Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte deviennent des pôles économiques majeurs. Ça a attiré des millions de personnes qui sont venues des zones rurales et à la recherche de meilleures opportunités. Dans ce contexte, le football, il a longtemps occupé une grande place. Il a eu une place centrale. C'est pas seulement un sport au Brésil, le football, mais c'est une culture, un échappatoire, un langage universel, si on peut appeler ça comme ça. Dans les rues, sur les terrains de terre battue improvisés, ou encore dans des quartiers pauvres, comme dans les zones urbaines, le football au Brésil, les gars, il faut savoir qu'il est partout. Et ça représente une possibilité de sortir de la pauvreté et de s'en sortir pour venir en aide aux besoins de sa famille. Et c'est un rêve qui est accessible, le football, à tous, qui est presque une promesse. D'ailleurs, pendant des décennies, les années 70 et 80, encore dans les années 90 et jusqu'aux années 2000, le football brésilien, il a incarné cette liberté totale. C'est d'ailleurs de là que sont provenus des très très grands joueurs. Pour certains, dans le top 10 quasiment des meilleurs joueurs de l'histoire. On peut parler de R9, de Pelé, de Ronaldinho, voilà, d'autres légendes, Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, il y en a eu plein. Et c'est justement le football brésilien qui a incarné cette liberté totale. Il est associé à la créativité, à l'improvisation, au joga bonito. C'est évident les gars que lorsqu'on parle brésilien, lorsqu'on parle football brésilien, on évoque tout de suite la fantaisie, on évoque tout de suite le joga bonito, on évoque tout de suite le spectacle que peuvent nous procurer les joueurs brésiliens sur un terrain. Ce beau jeu, il est spontané, il fascine le monde entier et les enfants, les gars, ils vont grandir en jouant avec ce qu'on connaît, les gars, ce qu'on a pu voir dans les reportages des grandes légendes brésiliennes. Les enfants, ils jouent pieds nus, en développant un sens instinctif du dribble, du rythme et de l'espace. Mais malheureusement, les gars, à mesure que la société, elle évolue et que l'économie, elle se mondialise et que les opportunités internationales, elles se multiplient, ce modèle, il commence à changer. Les jeunes talents brésiliens, ils rêvent plus seulement de jouer pour Flamengo, pour Santos, Sao Paulo ou même Grêmio, comme par exemple c'était le cas pour Ronaldinho. Ils rêvent désormais de l'Europe. Ils rêvent de l'Europe. Avant, les grands joueurs brésiliens, les grandes légendes qu'on a pu connaître, avant de passer par l'Europe, elles rêvaient déjà de jouer pour leur championnat national. Elles rêvaient déjà de jouer pour leur club favori au Brésil. Et maintenant, les gars, les joueurs brésiliens, ils rêvent tout de suite d'aller en Europe. Soit en Première Ligue, en Liga, en Serie A ou même en Bundes, si on peut inclure le championnat d'Allemagne. Sauf que les gars, ce basculement, il est fondamental. Parce qu'en fait, le football local au Brésil, il perd progressivement ses plus grandes pépites. Et beaucoup trop tôt. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de jeunes joueurs qui arrivent en Europe. Regardez, Hendrix, il a directement été au Real. Il s'est pas imposé là actuellement, il est en prêt à Lyon, même si c'est un joueur qui est prometteur, bien évidemment. Et les joueurs, ils partent de plus en plus jeunes et parfois avant même d'avoir pleinement évolué le championnat brésilien, comme ça a été le cas pour les grandes légendes que j'ai pu évoquer avant dans la vidéo. Et malheureusement, les gars, ça a un impact direct sur la qualité du championnat national. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le championnat national, il attire d'autres joueurs de qualité. Cela a un impact direct sur la qualité du championnat national, mais aussi sur la transmission de la culture footballistique brésilienne. Logiquement, les gars, on sait que le football au Brésil, il s'est transmis de génération en génération. Le joga bonito s'est transmis de génération en génération.
Bah là, malheureusement, c'est en train d'être perdu. Et d'ailleurs, les gars, on peut aussi évoquer la professionnalisation accrue du sport. On sait que le sport, maintenant, c'est devenu du business. Une pression économique, avec l'arrivée, les gars, massive d'agents, d'intermédiaires qui sont venus transformer le football. Et en gardant l'ADN du football brésilien en lui, et bah, il est de moins en moins visible. Et les gars, malheureusement, le rêve collectif, il laisse peu à peu place à une logique individuelle. Je m'explique. Avant, lorsque le football brésilien, il était présent encore comme il l'était à l'époque des légendes comme R9, Ronaldinho, c'est-à-dire que si t'es bon, que voilà, tu veux garder tes valeurs, l'ADN du football brésilien, le joga bonito en toi et que tu veux d'abord évoluer dans ton championnat national avant d'aller t'éclater entre guillemets en Europe. Quand je dis aspect collectif, je parle sur individuel. C'est un seul les gars sur je sais pas combien qui peut percer. J'ai envie de dire ça a toujours été ça, mais ça allait de plus en plus aujourd'hui. Et les gars, chaque carrière, elle devient un projet personnel. Tout est optimisé, planifié, souvent au détriment de l'identité du jeu brésilien. Et c'est ce qui fait que certains joueurs, certains cracks brésiliens aujourd'hui, les gars, quand ils viennent en Europe, entre guillemets, ils délaissent complètement leur ADN de jeu, comme le joga bonito, ou l'ADN de jeu de leur pays d'origine. Et malheureusement, les gars, et c'est ainsi que le football brésilien, il a évolué, que ça devient plus structuré, plus physique, parfois plus tactique. Et c'est pour moi ce qui fait que, les gars, le football brésilien, c'est devenu un football, j'ai envie de dire, européen. Il y a une sorte d'européanisation du football brésilien et c'est pour ça les gars d'ailleurs que moi j'ai compris ça tout de suite avec cette Seleção du Brésil. Lorsqu'on voit les gars il n'y a pas longtemps le match amical contre la France et que tu vois le 11 aligné, mais les gars, c'est pas ça le Brésil. C'est pas ça le Brésil quand on voit la qualité et le contenu du match. Il y a les gars, on l'a perdu le dribble. Alors que c'était un plaisir, c'est ce qui nous faisait aimer le foot. Avec des joueurs comme Neymar, Ronaldinho. Un Brésilien quand t'étais avant en face de lui, il était imprévisible. Tu savais pas ce qu'il allait te sortir comme geste et tout. Aujourd'hui, on a perdu de ça. Deuxième partie. Les mutations du football mondial et la perte de leadership de la Seleção. Alors les gars, il faut savoir que le déclin relatif de la Seleção brésilienne, il peut pas être compris sans replacer le pays dans un contexte du football mondial. À partir des années 2000, il y a eu une révolution qui a transformé le football. Et le Brésil en a fait les frais. Les grandes ligues européennes, les gars, elles sont devenues des puissances économiques, sportives, avec des projets concrets. C'est pour ça que ces dernières années, les nations qui ont été championnes du monde ont pour la plupart été européennes. On peut prendre l'exemple en 2006 l'Italie, 2010 l'Espagne, 2014 l'Allemagne et 2018 la France. 2022, il y a eu une exception, il y a eu l'Argentine, mais c'est de moins en moins. L'Angleterre, les gars, avec la Première Ligue, ça attire les meilleurs joueurs du monde grâce à des droits télévisés colossaux. Après, les clubs, ils sont riches, ils se permettent de donner des salaires assez ouf aux joueurs. L'Espagne, les gars, portés par les puissances du Barça et du Real, qui vont toujours être attractifs de par leur histoire et l'institution que représentent ces deux clubs. Et on a aussi, les gars, le championnat d'Allemagne et l'Italie, qui est un peu en dessous des deux premiers que j'ai cités, qui sont comme plus homogènes. Les différences de style entre les continents, elles vont s'estomper. C'est-à-dire que, comme je le disais, le football brésilien est en train de devenir un football européen. Alors qu'avant, il y avait plein de choses qui différenciaient le football en Amérique du Sud et en particulier au Brésil du football européen. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à l'époque, les joueurs brésiliens, parfois même les légendes, elles ont eu du mal à s'adapter au football européen. Il leur a fallu pas mal de temps. Et les gars, pour moi, le jeu brésilien, autrefois unique, par sa créativité, par son imprévisibilité, comme je l'ai dit, sa liberté, malheureusement, il est confronté à cette européanisation du football. Et c'est pour ça qu'on retrouve de moins en moins ce genre de profil dans le football. Et les joueurs brésiliens, les gars, certes, ils continuent d'exister au plus haut niveau, comme les Vinicius, João Pedro, les Rodrigo, les Rafinha, il y en a plein. Mais ils deviennent souvent les gars, entre guillemets, des joueurs qui sont intégrés à des systèmes bien précis, bien travaillés, où leur créativité, les gars, elle est réduite. Voilà. C'est pour ça que les Brésiliens, ils s'expriment de moins en moins sur le terrain. Tout est travaillé, tout est méticuleux. C'est pour ça que les Brésiliens, les gars, ils s'expriment de moins en moins, ils tentent de moins en moins de gestes techniques. C'est aussi à cause de ça. Et cette évolution, les gars, s'explique aussi par le fait que les clubs européens, ils détectent les talents de plus en plus jeunes. J'évoquais tous les jeunes talents brésiliens qui, ces 2-3 dernières années, sont arrivés en Europe. Les académies de formation en Europe sont avancées. Voilà, il y a des projets concrets qui sont mis en place par les fédérations européennes. Et ça combine tout ce qui est préparation physique, tactique, dès le plus jeune âge, malheureusement. Et le football brésilien et le championnat brésilien a du mal à rivaliser. Mais les gars, le Brésil, malgré son immense vivier de talent, il peine à suivre cette structuration et le pays continue certes de produire des joueurs qui sont techniquement brillants, mais qui par la suite, lorsqu'ils viennent en Europe,
ils n'utilisent pas leur créativité. Et en conséquence, les gars, la Seleção, elle a perdu progressivement son rôle de référence mondiale. Elle reste une nation respectée, mais beaucoup moins redoutée qu'avant. À l'époque, tu t'attendais Coupe du Monde. Tu disais Brésil dans les favoris directs. Alors qu'en 2026, là, la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois, le Brésil, les gars, c'est pas un des favoris. C'est imposé à l'époque par sa domination avec des joueurs comme Pelé, Zico, Romario, Ronaldo le Brésilien, Ronaldinho. Mais maintenant, le football brésilien, il s'est transformé et c'est plus le même qu'avant. Et cette transformation, elle est d'autant plus visible, les gars, que les attentes du public mondial, elles restent associées à l'image traditionnelle du Brésil. Un football offensif, avec de la créativité, du dribble, un côté joyeux et, comme je l'ai dit encore plein mal de fois dans cette vidéo, imprévisible. Et pour moi, les gars, c'est ce qui a fait le déclin du Brésil. C'est pour moi un déclin identitaire du Brésil. C'est vraiment l'identité de jeu du Brésil qui est en train de progressivement disparaître. On ne retrouve plus des joueurs comme avant, et les joueurs, lorsqu'ils viennent en Europe, ils utilisent plus ce qu'ils ont appris dans leur pays d'origine. Troisième partie, les failles internes du football brésilien et l'instabilité sportive de la Seleção. Les gars, j'étais obligé d'évoquer ça. L'instabilité sportive de la Seleção. Parce que pour comprendre en profondeur, les gars, les difficultés du football brésilien, pour moi, c'est indispensable d'analyser tout ce qui est failles internes. Au-delà des transformations sociales, comme j'ai pu l'évoquer au début dans la vidéo, le Brésil, il souffre de problèmes structurels dans sa fédération. Il y a plein de choses qui vont pas. La Confédération brésilienne de foot, elle est souvent critiquée pour son manque de stabilité. Ils passent leur temps à changer de coach. Là où certaines nations, comme les nations européennes et l'Espagne, ils ont construit des projets sportifs sur plusieurs années, des cycles qui sont plus ou moins cohérents. Et le Brésil, il a fréquemment privilégié des décisions à court terme ces dernières années. On a pu voir des entraîneurs qui sont passés, qui sont partis, mais ultra rapidement. Tite, ça n'a pas fonctionné. Carlo Ancelotti, là, il vient d'arriver, mais voilà, c'est pas pour moi ce qu'il faut à cette sélection brésilienne. Il y a eu énormément de changements et d'instabilité, les gars, ces dernières années. Et c'est l'un des problèmes majeurs, c'est cette instabilité des sélectionneurs. Les changements fréquents de coach, ils empêchent la mise en place d'une identité de jeu claire et durable. Pour moi, doit être basée sur l'identité de jeu brésilienne depuis toujours. Chaque entraîneur, il apporte sa vision, ses choix tactiques, ses préférences de joueurs, ce qui entraîne simple que ça. Et comme je le disais, contrairement à des pays comme l'Espagne, la France, qui ont construit des modèles cohérents sur le long terme, comme on peut le voir là actuellement avec Luis de la Fuente, il a déjà pris 1 euro, une Ligue des Nations, ça fonctionne bien. La France, qui avec Deschamps, regardez, ça fait combien d'années qu'il est là, même s'il va partir là après la Coupe du Monde. Ils ont construit un projet avec lui, ça a fonctionné. Ils ont été champions du monde, finalistes de Coupe du Monde, finale de l'Euro, ça a fonctionné ce projet. Et pour moi, les gars, cette instabilité, elle a un impact sur les récentes performances du Brésil à la Coupe du Monde. Il y a eu des joueurs qui sont venus comme Neymar, on a mis un espoir sur lui, mais il ne peut pas porter la Seleção tout seul. C'est pour moi ce qui caractérise parfaitement les mauvaises performances du Brésil à la Coupe du Monde ces dernières années. Un quart de finale à la Coupe du Monde 2018, un quart de finale à la Coupe du Monde de 2010, un quart de finale à la Coupe du Monde 2022. Ailleurs, les gars, le championnat brésilien lui-même, il souffre de contraintes économiques importantes et les clubs, ils sont souvent endettés. C'est pour ça qu'ils doivent parfois vendre leurs pépites directement et très jeunes aux clubs européens. Après, les gars, il faut également souligner un autre aspect, c'est la pression médiatique et populaire. Au Brésil, les gars, le football, c'est une immense passion nationale et c'est extrêmement intense. Et chaque performance du Brésil, les gars, de l'équipe nationale, elle est scrutée, analysée. Et c'est quand même une pression constante sur les joueurs. Donc, parce que je dis ça parce que j'ai vu certains qui évoquaient ça comme argument pour expliquer le déclin du Brésil. Et sur le terrain, les gars, ça se traduit par une équipe nationale qui cherche encore un équilibre. On l'a vu, les matchs face à la France, c'est n'importe quoi, les gars. Même à 10, les gars, ils ont trouvé le moyen de prendre un deuxième but. Et certes, on a des talents exceptionnels au Brésil, les gars. Exemple, Estevao, Rafinha, Vinicius. Mais c'est pas des joueurs du calibre des anciens et qui sont capables d'exploits, certes individuels de temps en temps, mais pas tout le temps. Et les gars, le football brésilien, il reste profondément lié à son identité. Et si pour moi, tu réinclus pas cette identité qu'avait à l'époque le Brésil et qui a fait sa grande gloire dans le football actuel, pour moi, le Brésil va continuer de décliner. Les gars, le peuple brésilien, quant à lui, il continue d'attendre ce moment où ils espèrent que la magie, entre guillemets, des Brésiliens réapparaîtra à un moment. Mais ce moment où la Seleção redeviendra une équipe qui peut être victorieuse, parce que ça fait longtemps, ça fait 24 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, mais aussi une équipe qui soit capable de les faire rêver. Et c'est pour moi, les gars, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo qui peut expliquer le déclin du Brésil. Voilà les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot.